Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Voilà tout d'abord ce que l'on peut retenir dans ce journal du vendredi 27 février. Les trains sont-ils trop chers? C'est la question que nous poserons dans quelques instants à notre invité, Philippe Fleuret du UFC Que Choisir, alors qu'un rapport de l'association pointe du doigt les tarifs et la satisfaction des usagers. Les dates des prochaines élections municipales à Voisins-le-Bretonneux ne sont pas encore connues, mais c'est une guerre des droites que vont devoir arbitrer les électeurs. Actuels et anciens maires sont à couteau tiré. Et puis, une bonne nouvelle pour les 350 licenciés du comité handisport des Yvelines. Ils bénéficient depuis ce vendredi d'un nouveau véhicule important pour leur permettre de pratiquer leurs activités. Et donc on débute avec cette bonne nouvelle pour les pratiquants handisport. Ce vendredi, symboliquement, une voiture adaptée a été remise à l'occasion d'une cérémonie qui s'est déroulée au siège du comité handisport des Yvelines. Un Renault Trafic adapté aux personnes en situation de handicap. Les 28 000 € nécessaires pour l'achat ont été débloqués par le Conseil général. On écoute Daniel Blanchet, c'est le président du comité handisport des Yvelines. Nous, on est bien contents de ce coup de main parce que ça nous permet de nous développer encore plus en fait. Notre but, c'est d'amener des gens à pratiquer. Donc, il faut savoir qu'on est 350 licenciés dans le département des Yvelines. Donc, on sait aussi qu'il y a beaucoup plus de personnes handicapées qui pratiquent pas. Donc, c'est aussi pour notre mission, ça, développer les activités. Et justement, pour développer les activités, le véhicule va être utilisé pour la première fois dans 2 semaines pour un stage de ski en fauteuil dans la station de la Plagne. Et d'ici là, la voiture sera utilisée pour des actions de sensibilisation dans les collèges. On change de sujet, nos très chers trains, c'est ainsi que pourrait se résumer l'enquête menée sur tout le territoire par l'association UFC Que Choisir. Pour en parler avec nous ce soir, son représentant départemental, Philippe Fleuret, bonsoir. Bonsoir. L'UFC Que Choisir a publié le 18 février 2 enquêtes sur la SNCF. L'une portait sur un comparatif des tarifs de TGV sur 80 liaisons directes et l'autre sur la satisfaction client pour tout type de train confondu. On va d'abord parler des tarifs. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette enquête? C'est que les tarifs sont trop chers ou alors ils sont compliqués à comprendre. Deux choses. La première, c'est qu'il y a une augmentation de tarifs de 2,6% au 1er janvier, alors que l'inflation est seulement de plus 0,4%, donc une augmentation supérieure à l'inflation. Que les tarifs sont compliqués à comprendre, on va, je pense, y revenir. Et puis également, donc, il y a des difficultés de compréhension. Alors justement, moi je trouve que les tarifs c'est compliqué, parce qu'on va sur le site SNCF, on n'a jamais le même tarif pour un même aller ou un aller-retour. Comment sont définis justement ces tarifs? Est-ce qu'il y a des critères déjà? Il y a plusieurs critères. Donc, auparavant, c'était une tarification au kilomètre. Et puis, depuis quelques années, la SNCF a abandonné ce principe de tarification et donc maintenant établit sa tarification en fonction de plusieurs critères. La date de réservation, le taux de remplissage, le voyage et puis également la période au cours de laquelle le trajet sera effectué. Donc ça veut dire qu'en gros, il faut s'y prendre très tôt et il faut voyager à une période où personne ne voyage, c'est-à-dire éventuellement en semaine, surtout pas le week-end, évidemment jamais le dimanche soir, etc. Normalement, il faudrait se prendre plus tôt, c'est vrai. Mais ce qu'on s'est aperçu à travers l'enquête, c'est que par exemple, ce qu'on appelle les billets PREMS, ils ne sont pas sur toutes les liaisons, sur tous les voyages. Donc déjà, une première interrogation. Il y a une explication de la SNCF là-dessus ? Non, pas vraiment. Non, c'est eux qui décident quand ils font des billets pas chers sur certaines destinations. Et alors, dites avant, effectivement, le billet était calculé en fonction du kilomètre parcouru, ce qui semblait logique. Plus on va loin, plus on paye cher. Eh bien, pas vraiment, en fait, si on fait le comparatif entre un Paris-Reims ou un Paris-Marseille, au kilomètre, on n'arrive pas au même tarif. Voilà, on s'aperçoit que plus c'est court, plus c'est cher. Ce qui est un comble quand même. Voilà, et donc, oui, par exemple, Paris-Reims, donc tous les trajets de moins d'une heure, c'est environ un peu plus de 45 minutes, là, c'est un coût très cher, plus de 20 centimes. La moyenne sur un trajet de moins d'une heure, c'est 20 centimes le kilomètre. Mais Paris-Reims, je crois que c'est 31, de mémoire, c'est 31 centimes le kilomètre. Par contre, Dax, Pau, par exemple, des liaisons comme ça, c'est beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Et vous demandez, au sein de l'association, vous demandez à la SNCF de rectifier ses tarifs, d'être un peu plus clair? On demande d'être plus cohérent et d'être plus simple pour les usagers. Et la réponse qui vous est faite? Il y a pas de réponse qui est faite, c'est qu'ils sont dans une démarche commerciale, qu'ils ont des investissements très lourds, ce qui est vrai, et donc que c'est pas facile, certainement, de simplifier, bien qu'il y ait des engagements dans ce sens. Ouais. On va parler dans quelques instants de la satisfaction des usagers, et là on va voir que la SNCF
n'a pas forcément la cote auprès des usagers. Mais on va s'arrêter un instant avant de poursuivre cette enquête sur l'avis des Saint-Quentinois sur le coût des transports. En région parisienne, en tout cas, ce coût n'est pas vécu comme exorbitant. Oui, un peu. Mais à ce qui paraît, ça va changer. Ils vont réduire ça à 70 € partout, dans toutes les zones, donc ça va. Ah oui, parce qu'en fait, je vais en cours et des fois je suis en stage et c'est pas forcément évident parce que je trouve que le choix il est pas énorme. Soit on prend à la semaine, soit on prend au mois et je me trouve pas avantagée. Et je trouve ça vraiment trop cher, même par rapport aux zones et tout ça. Je trouve que je gaspille énormément d'argent dedans. En plus, je suis étudiante. Nous, non, parce qu'on a, on a un tarif, donc ça va. Moi, personnellement, non. Parce que j'utilise que 2 zones, donc personnellement, moi, ça me gêne pas de. Voilà. Mais c'est vrai que le dézonage que j'ai entendu qu'ils allaient passer au dézonage à 70 €, c'est avantageux et désavantageux pour certains. On m'a dit que c'était excessivement cher quand même sur les grandes lignes. Ça, c'est vrai que j'en entends parler. Voilà, des avis partagés. On va maintenant parler de la satisfaction des usagers. Selon toujours l'enquête UFC Que Choisir, 54% des personnes interrogées se déclarent satisfaits. C'est 4 points de moins qu'en 2002. Et vous me disiez, pour un service public, c'est pas bon du tout quand même. Hein. Oui, non, parce que généralement, pour des services publics équivalents, on considère qu'une bonne qualité de service, c'est autour de 75%. Donc, vous voyez que l'écart est très important entre les deux. Quels sont les points un peu d'accroche? En tout cas, qu'est-ce qui ne plaît pas le plus? C'est quoi? C'est la ponctualité? Alors tout dépend des liaisons. Bon, généralement, la qualité de service est mieux perçue pour les TGV, par exemple. Et les moins bien perçus, c'est le Transilien. Hein. Donc tout ce qui est région Île-de-France, ça, les avis sont très, très négatifs. Ah, c'est négatif par rapport à quoi? Par rapport à la ponctualité? Par rapport à la ponctualité et au retard, oui, bien sûr. Oui. Alors, d'un autre côté, les gens ne sont pas contents de la ponctualité et la SNCF arrive avec ces chiffres, parce qu'ils ont des statistiques, et ils disent que pour eux, 90% des trains sont à l'heure. Alors, comment vous expliquez qu'à la fois la SNCF dit que 90% de nos trains sont à l'heure, ce qui est plutôt pas mal, et d'un autre côté, les usagers ne sont pas du tout contents et estiment que les trains ne sont pas ponctuels. Il y a quand même une perception de la réalité qui est différente d'un côté comme de l'autre. C'est vrai que c'est une question de perception, mais malgré tout, il y a des réalités. C'est-à-dire que ce qui est notamment reproché à la SNCF pour les retards, c'est un défaut d'information. C'est-à-dire, généralement, les gens n'ont pas le temps d'anticiper et de s'organiser, et puis un problème après de remboursement aussi en cas de retard. Hein. Et vous pensez que la SNCF a vraiment une mauvaise image à ce point-là? Ils ont une mauvaise image. Il faut bien voir, ils sont en situation de quasi-monopole hein, sur beaucoup de liaisons. Donc, il y a quand même des choses qui... Alors, les syndicats de cheminots vous diraient de moins en moins. Sur la majorité, ils sont toujours en situation de monopole. De fait, hein, même si la loi ouvre la possibilité. Le droit à la concurrence. Oui. Donc, oui, je vous disais que la perception, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'il y a des accès de mécontentement, et puis après qui retombent, effectivement. Oui. Et juste un dernier mot, parce que je ne sais pas me poser la première question qui aurait pu être la plus logique. Comment vous avez réalisé cette enquête? Auprès de combien de personnes? Alors, l'enquête a été rédigée à partir d'un questionnaire qui était inséré dans la revue mensuelle de l'UFC Que Choisir de novembre 2014. Et donc, nous avons eu plus de 7000 réponses. Donc, c'est déjà un échantillon important sur l'ensemble du territoire français. Donc, vous êtes content? Oui, bien sûr. Bien sûr. Avant de terminer cet entretien, je voudrais vous faire réagir aussi, Philippe Fleury. J'en profite sur 2 points. D'abord, sur le système d'étiquetage alimentaire. Alors, je voudrais montrer le dernier numéro, tout chaud, celui du mois de mars, où justement, il est question des qualités nutritionnelles. Vous en pensez quoi de ce système d'étiquetage alimentaire qui va être simplifié pour mieux connaître la valeur, mieux comprendre en tout cas la valeur nutritionnelle des aliments, avec des étiquetages de couleurs qui iront du vert au rouge? Est-ce que c'est plutôt positif? Vu comme ça a l'air très positif. Hein. Oui, c'est positif. Mais là aussi, si vous voulez, il faut que l'information soit concise et claire. Vous connaissez le principe, trop d'informations tue l'information. Et c'est vrai qu'un produit alimentaire, généralement, les surfaces pour mettre les informations sont relativement réduites. Et puis, il y a des procédés de marketing ou de publicité où il faut mettre de la couleur et toutes ces choses-là. Donc, on ne peut pas tout mettre. Donc, il faut faire des choix. Donc, je ne sais pas, vous avez pu voir que, par exemple, le Sénat avait voté une loi récemment précisant que la date d'utilisation optimale allait être abandonnée. Hein. Par exemple, pour les yaourts, il y avait marqué de préférence avant telle date. Ça va disparaître. Hein. Donc, peut-être qu'il y aura un peu plus de place pour mettre d'autres informations sur la qualité énergétique, sur la qualité, par exemple, au niveau de la santé. Mais au niveau de la qualité nutritionnelle, c'est important d'avoir ce... Oui, c'est important, bien sûr, c'est important. Ce code de couleur comme ça. Oui, je pense que c'est important. Dans le domaine de la santé, si on veut lutter, par exemple, contre l'obésité,
par exemple, c'est important d'avoir ce type d'information, bien sûr. Autre question, parce que c'est le sujet du moment, les fameux détecteurs de fumée. Donc on nous dit qu'au 8 mars, ça va être obligatoire d'avoir ces fameux détecteurs de fumée chez soi. Alors d'abord, est-ce que c'est vrai, c'est au 8 mars? Est-ce qu'il y a une prolongation? Je serais train de dire, ne vous laissez pas enfumer. Alors, est-ce que si le 8 mars, on n'a pas son détecteur chez soi, est-ce que c'est grave? Il y avait une date limite au 8 mars, oui, mais maintenant il y a des tolérances pour reporter ça tout au long de l'année 2015. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de sanction, en fait. C'est-à-dire que si vous ne l'avez pas, vous ne serez pas puni. Est-ce qu'il n'y a pas une sanction de la part des assureurs? Si on a un incendie dans sa maison, qu'on n'a pas le détecteur de fumée, est-ce que l'assurance peut dire « Oups, on ne vous rembourse pas » ? Non. Non. Si vous avez un incendie, s'il y a des dégâts matériels, ça marchera toujours. C'est en cas de blessure ou de décès. C'est dans ce cas-là que l'assurance. Mais les assurances, à ma connaissance, on n'a encore contacté personne à ce sujet. Donc je pense qu'elles vont se réveiller. On va voir. À un moment donné, oui, elles vont bien se réveiller, les assurances quand même. Elles savent se réveiller au bon moment. Sur le conseil qu'on peut donner à un consommateur pour acheter un bon détecteur, en tout cas, on ne va pas donner de marque, mais il faut faire attention à quoi sur l'emballage? Parce qu'il y a beaucoup de choix en ce moment, c'est compliqué de s'y retrouver. Il faut qu'il y ait la norme NF. Ça, c'est ce que l'on préconise très fortement au niveau de l'UFC Que Choisir. Et donc, il faut aussi vérifier certaines choses. Par exemple, si vous avez un détecteur avec une garantie de 5 ans, par exemple, et il faut vérifier la pile. Il faut que ce soit une pile au lithium. Si c'est une petite pile ordinaire, elle ne tiendra pas 5 ans. Vous voyez, donc déjà, méfiance de ce côté-là. C'est des questions de bon sens. On ne pensera pas forcément aller au plafond pour la changer tous les ans. Voilà. Merci beaucoup, Philippe Fleuret, pour tous vos conseils. Merci d'être venu sur le journal. On va continuer cette édition avec une page politique. Le tribunal administratif n'avait pas voulu annuler les élections. Le Conseil d'État saisi en deuxième instance a lui tranché ce mercredi 25 février. Il faudra bien revoter à Voisins-le-Bretonneux des nouvelles élections qui devraient avoir lieu dans les mois à venir, probablement à la mi-avril, après les élections départementales. L'explication. Seulement 15 voix d'écart, un tract diffusé le vendredi soir précédant le scrutin, un appel sur Facebook lancé le samedi deuxième tour, ce qui est interdit. De quoi fausser les résultats, voilà ce que le Conseil d'État a retenu pour motiver l'annulation des élections à Voisins-le-Bretonneux. La maire Alexandra Rosetti faisait part de sa déception sur le plateau de TV Fil ce jeudi soir. Moi je suis assez triste de ce qui se passe parce que ça donne une piètre image effectivement de la classe politique et aujourd'hui je pense qu'on a vraiment besoin d'autre chose. Donc je suis triste pour ça, je suis triste et même en colère parce que je crois que les Vicinois méritent mieux que ça. Ils se sont prononcés il y a un an. Nous avions un certain nombre de projets engagés. D'après vous, ça peut bloquer quel type de projet, justement? Ça bloque des projets d'aménagement en particulier, mais ça bloque aussi des projets de travaux, puisque plus personne ne pourra passer d'appel d'offres. Une déception pour la maire UDI, une satisfaction pour l'UMP Alexis Biette, maire de Voisins-le-Bretonneux de 1995 à mars 2014. Il est celui qui a déposé les 2 recours devant le tribunal administratif, puis devant le Conseil d'État. Est-ce que j'ai un sentiment de revanche, vous me demandez? Je ne le crois pas. Vous savez, je me suis consacré à cette fonction de maire sans en faire une carrière politique. Je n'ai jamais vraiment voulu faire autre chose que cela, mais ce n'est pas non plus ma profession. Ça donne satisfaction aux Vicinois parce qu'ils ont été trompés et c'est donc leur redonner la parole dans des conditions qui, cette fois-ci, je l'espère, seront égales pour tous et respectueuses des lois. Le préfet des Yvelines doit maintenant signifier à l'ensemble du conseil municipal de Voisins sa démission. Il a ensuite 8 jours pour nommer une délégation spéciale qui va prendre en charge les affaires courantes de la ville. Les électeurs seront appelés aux urnes probablement à la mi-avril. L'opposition de gauche prépare sa liste et fustige ce qu'elle appelle une guerre d'ego. Pour moi, c'est une guerre d'ego, une guerre de gens qui sont trop intéressés par eux-mêmes et pour eux-mêmes. C'est une guerre qui n'a rien à voir sur des valeurs, rien à voir sur des programmes. Et c'est au contraire une guérilla tout à fait néfaste pour Voisins. Alexandra Rosetti a déclaré sur notre plateau qu'elle sera bien candidate et qu'elle mènera la même liste qu'aux dernières municipales. Quant à Alexis Biette, il dit s'offrir le temps de la réflexion avant d'annoncer sa candidature. Décision prise la semaine prochaine. Un sujet santé pour continuer, l'association yvelinoise France Parkinson tenait une réunion d'information, l'occasion de présenter le nouveau responsable local Jean-Yves Amathieu et aussi d'insister sur les moyens de prévention de la maladie.
Jean-Yves Amathieu est le nouveau responsable yvelinois de France Parkinson. Rien ne transparaît et pourtant, à 61 ans, il est atteint depuis 9 mois de la maladie, une pathologie qu'ont eu son père et sa mère. Ma fille qui est orthophoniste m'a dit un jour, en début 2015, « Oui, Jean-Yves, papa, pardon, tu ressembles de plus en plus à papy. Donc tu es un peu voûté, tu traînes les pieds, tu as les bras qui ne bougent pas quand tu marches et autres, tu devrais consulter. » Il faut se préparer à une diminution de ses capacités physiques, entre autres. Et donc, il faut faire des choses. Moi, je vais 2 fois par semaine chez le kiné. Je vais à la piscine, je fais de la marche et autres. C'est-à-dire qu'on se prépare pour le futur. Et il faut le faire dès le départ. Il faut le faire quand on est encore capable de le faire. La maladie de Parkinson est génétique dans 15% des cas. Dans les Yvelines, 3500 personnes en sont atteintes et 350 nouveaux cas détectés chaque année. Les premiers signes, c'est les raideurs. C'est les douleurs, la raideur dans certaines choses, les bras qui ne balancent pas quand on marche, la perte de l'odorat aussi, des choses qui sont considérées comme bénignes en temps normal, mais qui peuvent être des bons signes indicateurs. Cette maladie dite du mouvement est mal connue. Pour l'association, il manque de professionnels de santé correctement formés. Le besoin, en clair, des malades, c'est d'avoir une prise en charge liée notamment à cette pathologie du mouvement, à ces mouvements qui sont entravés, qui sont gênés. Et cela veut dire des compétences, bien sûr neurologiques, mais aussi des professions paramédicales adaptées à la pathologie, ce qui n'est aujourd'hui malheureusement pas le cas. C'est attirer l'attention des pouvoirs publics sur ces besoins qui sont prégnants, qui sont extrêmement importants, pour lesquels les malades se trouvent ce que l'on appelle parfois en errance médicale. La journée mondiale de la maladie de Parkinson a lieu le 9 avril. Ce sera l'occasion pour demander plus de moyens et mieux faire connaître la maladie. En France, 150 000 personnes sont atteintes. Et on poursuit cette édition avec les sujets de la semaine écoulée. Ce mardi, on apprenait qu'une femme de 32 ans habitant en Guyancourt aurait rejoint la Syrie via la Turquie avec son fils de 4 ans pour faire le djihad. Elle était employée à la mairie de Montigny-le-Bretonneux et venait de donner sa démission il y a 1 mois. C'est l'incompréhension qui règne car cette animatrice de quartier n'avait jamais montré aucun signe de radicalisation. C'est l'étonnement et l'incompréhension qui règnent en mairie de Montigny ce mercredi quand les agents découvrent chez nos confrères du Parisien un article signalant qu'une animatrice de la maison de quartier André Malraux, située dans le quartier des Prés, serait partie faire le djihad en Syrie. La jeune femme de 32 ans était employée en qualité d'animatrice famille, elle avait donné sa démission et quitté son poste jeudi dernier. C'est samedi qu'elle aurait rejoint la Turquie avec son fils de 4 ans. En mairie, on précise que l'équipe de la maison de quartier a été abasourdie par la nouvelle. Elle ne montrait aucun signe de radicalisation ni dans ses propos qui étaient cohérents ni dans ses vêtements. La semaine dernière, elle a encore assisté à une réunion d'équipe et tout s'est très bien passé, explique-t-on en mairie. La municipalité précise travailler de concert avec l'association DIR afin de mener un travail de sensibilisation auprès des jeunes de la ville. La mairie a aussi demandé à l'association des musulmans de Montigny de faire preuve de vigilance. Du côté de la mairie de Guyancourt, où résidait cette jeune femme et sa famille, aucun commentaire à apporter. La mairie dit avoir découvert l'affaire dans les colonnes de nos confrères du Parisien. Allez, direction maintenant le salon de l'agriculture, vous le savez, c'est jusqu'au 1er mars. Le meilleur ouvrier de France dans la classe fromager est yvelinois. C'est une distinction donc, qui a été remise au salon de l'agriculture, remise seulement tous les 4 ans. Florane Parfait et William L. ont suivi le concours pour nous. Pas une minute à perdre pour Ludovic Bizot. Le regard soucieux, le fromager est concentré. Il est 7h du matin au salon de l'agriculture. Les épreuves finales du concours du meilleur ouvrier de France classe fromager commencent. Ludovic s'est préparé 18 mois pour ce grand jour. Il a réussi plusieurs étapes pour arriver jusqu'à l'épreuve du chef-d'œuvre. 3h15 pour réaliser un plateau remarquable avec plus de 50 fromages sous les yeux attentifs des jurés. Thème de cette année, retour vers le futur. Ce thème que certains vont peut-être aborder côté cinématographique avec la trilogie, mais nous on n'a pas vu ça, on a vu simplement retour vers le futur, savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Donc il y a de la tradition chez nous, ça fait plus de 6000 ans qu'on fabrique du fromage en France, et puis eh bien, il y a le quotidien du crémier qui essaye d'innover en permanence, et ça c'est le futur. Au fil de l'épreuve, les plateaux se révèlent plus spectaculaires. Le seigneur de la compétition a eu comme les autres candidats plusieurs mois pour réfléchir au thème. Pour le décor, il a pu compter sur l'aide du musée Rambouillet-Train de Rambouillet. Je voulais faire un petit train électrique et je voulais faire passer un train dans un tunnel creusé dans un fromage. C'était la base du concept.
qui avait un sens, parce que c'est le train au 19e siècle qui a permis au fromage d'arriver dans les villes. Avant, dans les villes, on consommait que les fromages de sa région. L'horloge tourne. En plus du décor, il faut disposer les fromages soigneusement coupés. À 1 heure de la fin de l'épreuve, Ludovic se blesse et la pression monte. Le concours de meilleur ouvrier de France, c'est vraiment les gestes et le travail qu'on fait un peu tous les jours, chacun dans nos boutiques, dans nos caves, dans la sélection des produits. Donc il n'y a rien qui change vraiment, sauf qu'on a le stress parce que vous êtes là, il y a le public. Dans le public, sa famille et ses proches sont là. Ludovic ne doit pas leur parler. Il reste concentré et déjà l'épreuve s'achève. 5, 4, 3, 2, 1. Je pense qu'on peut applaudir. Dernière épreuve, la technique de coupe. Maîtrise, créativité, les finalistes sont aussi jugés sur la précision de leurs gestes. Plusieurs candidats peuvent être consacrés meilleur ouvrier de France, mais il arrive parfois que personne ne gagne le titre. Ça reste un concours, donc il peut y avoir de très bons professionnels sans le col bleu, blanc, rouge. Midi, le concours se termine. Ludovic rejoint son fan club. Le fromager est épuisé, mais soulagé. Pour moi, c'était l'épreuve la plus difficile. C'est l'épreuve qui compte le plus dans la note globale. C'est l'épreuve la plus dure. Certains de mes confrères redoutaient l'oral, parce qu'hier, on a eu un oral devant un grand jury. Moi, j'avais moins peur de l'oral, parce que j'ai confiance dans ma capacité à m'exprimer. Mais ici, je savais que j'étais un peu trop ambitieux en termes de temps. Le jury composé de meilleurs ouvriers de France va maintenant examiner les chefs-d'œuvre. La délibération va durer plus de 4 heures. Il ne reste plus qu'à attendre les résultats annoncés dans la soirée. Le lendemain, nous retrouvons Ludovic. Il est de retour dans sa fromagerie à Rambouillet. Bonjour, bienvenue. Le fromager porte fièrement son col bleu, blanc, rouge. Le jury lui a décerné le titre de meilleur ouvrier de France. Ils ne sont que 2 à avoir été consacrés cette année. Je savais aussi que si mon nom ne sortait pas en premier, étant par ordre alphabétique, c'était foutu. Et mon nom est sorti, Ludovic Bizot, Rambouillet. Voilà. Donc après, émotion, fierté, voilà. Ludo. Ouais. 20h33 sur Internet. Regardez. Des amis et clients, je vous embrasse. Super. Hier, ils ont suivi la compétition sur Internet. Aujourd'hui, ses clients viennent pour le féliciter. Quelque part, je suis un peu fier pour lui, quoi. Tout le travail qu'il a dû faire. Franchement, je ne peux pas dire autre chose. Je suis vraiment fier pour lui. Pour le concours, Ludovic s'est imposé un rythme de vie strict, couché à 10h, levé à 4h du matin pendant 1 an pour s'entraîner. Un investissement également financier, 15 000 € sont à prévoir pour pallier les frais du concours. Tout cela est maintenant derrière lui. Ludovic commence à prendre conscience de sa nouvelle vie. Ce qui va changer, déjà, je pense qu'il y aura un petit appel d'air au niveau de la demande. Ça va attirer plus de clients, donc essayer d'y faire face. Ceci dit, moi, j'ai pas de grosses ambitions de développement. Je rêve pas d'ouvrir un réseau de points de vente. Il y a 6 ans, Ludovic travaillait en costume derrière un bureau. Aujourd'hui, le nouveau meilleur ouvrier de France est l'ambassadeur de sa profession, et cela pour la vie. C'est ce qu'on appelle une reconversion réussie. Ah oui, c'est peu de le dire. Bravo encore à ce Rambolite. Cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Le journal revient en direct lundi à 18h. Nous recevrons Othman Nasrou, le président de Promopol, qui viendra faire un point sur la situation de la pépinière d'entreprise. Je vous souhaite un excellent week-end.